L'histoire montre que les stratèges anglo-saxons sont les maîtres les plus fins, les plus pervers et les plus expérimentés dans l'art de stimuler le nationalisme partout dans le monde selon leur avantage impérial et au grand malheur des peuples aveugles utilisés dans ces manœuvres géopolitiques sales et sanglantes. C'est effectivement une constante on va dire, de la méthodologie actuelle, la méthodologie impériale actuelle, c'est de s'appuyer sur des nationalismes proxy, comme on les appelle en anglais, afin de miner l'homéostasie d'un État-nation ou d'un groupe constitué. Je vais commencer par un topo sur ces rencontres. Donc, en décembre dernier se tenait le deuxième forum de Chisinau, qui on peut considérer que c'était l'événement métapolitique le plus important de la fin 2017. Ce colloque qui fera date tant par l'appui que lui a apporté l'exécutif moldave, avec la présence du président de Moldavie, de République de Moldavie, Igor Dodon, que par la qualité de ses participants et de leur intervention. On peut dire que, comme a dit Robert Steger tout à l'heure, c'est effectivement une sorte de contre-Davos, de forum des contre-globalistes, on pourrait dire, qui s'organise à Chisinau maintenant pour la deuxième fois. Et on pourrait reprendre l'expression qu'a utilisée Alain Benoît récemment, qui appelait de ses voeux la convergence des populistes sociaux et des conservateurs. C'est ce qu'on a pu voir se réaliser à Chisinau. Donc espérons que ça va pouvoir continuer dans les années à venir, justement en raison du contexte difficile de la Moldavie que je vais vous expliquer maintenant. Donc au cours de ce forum, le président Igor Dodon a exposé un petit peu quelle était sa vision pour la Moldavie. Alors il faut savoir, pour comprendre que l'état politique de la Moldavie, que la République de Moldavie se caractérise par un régime parlementaire. Donc le président Dodon, qui est plutôt pour on va dire, un maintien d'une position d'équilibre entre l'Est et l'Ouest, entre l'Union européenne et l'Union eurasiatique. Sa position est mise en difficulté par son gouvernement et son parlement, qui sont essentiellement tenus par un bloc qu'on peut appeler pro-Union européenne et atlantiste. Derrière ce bloc, il y a l'injection massive de l'argent de certains oligarques dont je reparlerai tout à l'heure. Donc le président Dodon a exposé sa vision d'une Moldavie qui pourrait jouer un rôle stratégique en se positionnant en tant qu'interface géoéconomique et géostratégique entre l'Union européenne et l'Union eurasiatique. Après s'être défini comme résolument souverainiste, Igor Dodon a rappelé la nécessité de revenir à la vision gaullienne d'une Europe-puissance et à l'axe stratégique Paris-Berlin-Moscou en tant qu'alternative à la construction européenne actuelle. Pour le président Dodon, la voie de l'indépendance pour une nation de la taille de la Moldavie, je rappelle que c'est une toute petite nation de 4 millions d'habitants, pour la Moldavie, donc la voie de l'indépendance passe par le multilatéralisme et le non-alignement, plutôt que par l'unipolarité et l'adhésion univoque à l'agenda occidental. Le président Dodon a aussi évoqué au cours de la conférence de Chisinau, mais aussi au cours de conférences de presse qu'il a tenues ensuite, la situation économique critique de la Moldavie, qui se trouve face à une hémorragie constante de ses forces vives en direction de l'Union européenne. Une hémorragie qui ne pourra être freinée que par une relocalisation partielle de l'économie moldave. Dans cette perspective, Igor Dodon s'était prononcé en 2017 en faveur d'une annulation par son Parlement de l'accord commercial signé avec l'Union européenne en 2014, espérant ainsi rétablir des relations économiques normalisées avec la Russie. Une position qui lui vaut d'être mise en difficulté par le Parlement moldave, où les élus pro-Union européenne sont majoritaires.
Pour le président Dodon, seul un patriotisme économique stratégique est en mesure de transcender les différences culturelles internes de la Moldavie et les tensions identitaires que pourraient être tentées d'attiser les forces du globalisme. Alors là, on a un risque de scénario un petit peu proche de ce que connaît l'Ukraine tragiquement depuis plusieurs années. Peuplée d'une population russophone nombreuse et d'une grande minorité russe, la Moldavie peut connaître un scénario de type ukrainien, à savoir une agitation politique envers un président jugé trop proche de la Russie, agitation qui pourrait être suivie de provocations interethniques attisées depuis l'étranger. L'équilibre politique moldave étant en outre fragilisé par la question de la région de la Transnistrie. Alors, dans ce contexte, je vais évoquer aussi donc, le rôle d'un oligarque moldave très puissant qui s'appelle Vlad Plahotniuc, dont les manœuvres visent à destituer le président moldave, Igor Dodon, qui est devenu de fait le principal opposant à l'intégration forcée dans le bloc euro-atlantique. Dans un article récent du centre de presse de Donetsk résumait dans les grandes lignes la situation moldave. Récemment, la Cour constitutionnelle a décidé de suspendre les pouvoirs de l'actuel président de la République de Moldavie, Igor Dodon. La tension dans la République est liée à l'opposition entre le président pro-russe Igor Dodon et le bloc politique pro-européen dirigé par Vlad Plahotniuc. L'oligarque en question est, depuis décembre 2016, le chef du Parti démocrate. Bien que officiellement n'étant pas membre du parti, il tient en gros par son argent toutes les fonctions clés et les acteurs clés du parti. Dans cette perspective, les prochaines élections législatives qui devraient se tenir en novembre 2018 constitueront un test pour la Moldavie. Toujours d'après le centre de presse de Donetsk, le rejet de Plahotniuc et de son gouvernement atteindrait 80% dans la population moldave selon les sondages. Dans de telles circonstances, la dernière chance pour Plahotniuc et ses affidés, la dernière chance de rester au pouvoir serait de provoquer l'escalade du conflit en Transnistrie et de lancer un appel à l'Union européenne et aux États-Unis pour qu'ils exigent une protection contre l'agression russe. Et l'article de conclure, il y a un an, la Moldavie était au bord d'une guerre civile entre citoyens pro-russes et pro-européens. Compte tenu de l'augmentation significative des sentiments pro-russes dans le pays ces dernières années, nous ne pouvons pas exclure le scénario ukrainien en Moldavie. Alors, en enquêtant un petit peu à celle-là, j'ai découvert que se rajoute un facteur clé qui est très important à comprendre, c'est l'enjeu énergétique. La Moldavie se trouve aujourd'hui, alors déjà pour situer géographiquement, la Moldavie se trouve aujourd'hui sur une des lignes de fracture de la tectonique géopolitique contemporaine qui voit se confronter unipolarité et multipolarité. Petit État d'environ 4 millions d'habitants, la Moldavie est enclavée entre la Roumanie, qui est une pièce majeure du containment de la Russie par l'OTAN, et l'Ukraine, dont on connaît la situation actuelle. Une situation qui place d'emblée la Moldavie comme un pivot stratégique majeur des enjeux géopolitiques de la région. Donc le facteur important énergétique, se trouve être la présence massive de réserves de gaz dans le sous-sol moldave. Sur ce sujet, le président Dodon, à nouveau, s'est confronté contre son gouvernement en mars 2017. Il a ainsi demandé de rendre public les dessous de la concession qu'aurait accordée le gouvernement moldave à la société américaine Frontera Resources International. D'après cet accord, le gouvernement moldave céderait une partie de son territoire, principalement la région autonome de Gagaouzie, pendant 50 années extensibles. Ceci afin de permettre à la société américaine d'effectuer des prospections visant à identifier des sources de pétrole et de gaz de schiste présentes dans le sous-sol moldave. Alors, lorsque l'on connaît les risques liés à l'extraction du gaz de schiste, les inquiétudes du président Dodon sont plus que légitimes à l'échelle d'un pays de la taille de la Moldavie. Dans ce domaine, le ministère de l'écologie moldave aurait par ailleurs évité de publier précisément la partie de l'accord relatif à la méthodologie d'exploration des sols. Cette concession a en outre été accordée à la société Frontera sans que les organes de la région autonome de Gagaouzie en aient été informés.
Un détail, enfin plus qu'un détail, une chose importante à noter, c'est que le fondateur de cette société de prospection Frontera International est Steve Nicandros, l'un des membres influents et importants de l'Atlantic Council, qui est l'un des think tanks atlantistes les plus influents, un think tank qui coopère régulièrement avec l'Open Society de George Soros sur ce qui touche aux affaires est-européennes. Ce même Steve Nicandros est aussi à l'origine de la rencontre aux États-Unis entre l'oligarque Vladimir Plahotniuc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui contrôle l'opposition libérale au président Biden, et Victoria Nuland, la secrétaire d'État US pour l'Europe et l'Eurasie, qui est grandement impliquée dans l'émiettement actuel de l'Ukraine. Donc c'est dans ce contexte c'est dans ce contexte que de très fortes pressions sont exercées sur la Moldavie afin de la faire adhérer à l'OTAN. Là encore, c'est le seul président qui est en opposition avec son gouvernement, le ministre de la Défense étant favorable à une intégration progressive de la Moldavie dans l'OTAN, là où Igor Dodon est, selon ses termes, opposé à l'entrée de la Moldavie dans l'OTAN et à d'autres alliances militaires, et à la participation de soldats et officiers à des opérations militaires à l'étranger. Sur cette question, un article récent de Yuri Eroska, qui devait être présent ici, et qui est très impliqué, qui est un acteur clé de la politique moldave. Donc sur cette question, un article récent de Yuri Eroska nous offre une mise en perspective éclairante. Donc il resitue dans le contexte, on va dire, de toute la région. Il explique, après avoir convaincu Saakashvili, le président de Géorgie, de mesurer son potentiel militaire avec celui de la Russie en 2008. L'aventure s'étant conclue par la perte de 2 parties du territoire national géorgien, territoire devenu des sujets de droit international et des protectorats de Moscou. Après cela, après avoir incité ensuite le nouveau régime de Kiev à des actions imprudentes en 2014 qui ont entraîné des hostilités militaires massives, les pertes humaines considérables, la prise de la péninsule de Crimée par la Russie et la sécession de facto des régions orientales du pays, aspirant à être séparées de l'Ukraine, les stratèges américains ont atteint leur objectif. La Géorgie et l'Ukraine ont été amenés à détériorer leurs relations avec la Russie, ceci au détriment de leurs propres intérêts nationaux. Ce qui les a conduits au besoin de demander la protection américaine face aux dangers russes. Une manœuvre habile qui s'insère dans un ensemble de procédés plus larges, comme le rappelle encore Yuri Eroska. L'histoire montre que les stratèges anglo-saxons sont les maîtres les plus fins, les plus pervers et les plus expérimentés dans l'art de stimuler le nationalisme partout dans le monde selon leur avantage impérial et au grand malheur des peuples aveugles utilisés dans ces manœuvres géopolitiques sales et sanglantes. C'est effectivement une constante on va dire, de la méthodologie actuelle, la méthodologie impériale actuelle, c'est de s'appuyer sur des nationalismes proxy, comme on les appelle en anglais, afin de miner l'homéostasie d'un État-nation ou d'un groupe constitué. Ceci évoque aussi ce que le politologue russo-américain Andrew Korybko dénomme le fédéralisme identitaire. Dans un article intitulé « Fédéralisme identitaire, de l'unité à la scission », il décrit la manière dont cette division et cette parcellisation organisée des États-nations constituent une caractéristique centrale de l'impérialisme contemporain. Il explique ainsi qu'à l'opposé du mot d'ordre inscrit sur le grand sceau des États-Unis et pluribus unum, un à partir de beaucoup, le mode d'exercice du pouvoir par le globalisme consiste en fait à éclater l'unité en multiplicité, ce qui est très précisément l'idéal de la gouvernance globale et de la société ouverte. On notera au passage que cette idée d'une division des grands ensembles jusqu'à leurs éléments constitutifs les plus minimes constitue une tendance profonde de l'esprit de notre temps, une idée que l'on retrouve aussi dans la physique contemporaine et qui conduit à déconstruire le réel dans son ontologie même. Alors, ce fédéralisme identitaire, si on veut l'appeler ainsi, évoque aussi une notion importante qui est la notion de schismogénèse. Donc là, j'ai introduit quelques concepts qui me semblent importants pour comprendre comment, on va dire, nous autres peuples natifs européens, nous sommes amenés un petit peu dans la perspective aussi que décrivait Tomislav, à s'engager dans des guerres fratricides et à verser notre propre sang alors que nous sommes envahis par millions. Donc ce concept utilisé en ethnologie
fut théorisé par l'anthropologue Gregory Bateson, un auteur qui, ça c'est important de le noter, tout comme Karl Popper, inspire les vues sociologiques de George Soros. George Soros parle moins de Bateson et plus de Popper, mais il en parle dans un livre au titre évocateur qui s'appelle Opening Soviet System, qui n'a pas été traduit en français, où George Soros explique l'influence qu'ont eu sur sa pensée et son action les travaux de l'anthropologue Gregory Bateson et principalement son livre Vers une écologie de l'esprit. Dans ses travaux d'anthropologie, Gregory Bateson a précisément étudié la manière dont les groupes humains, au départ homogènes, se séparent et se différencient. C'est donc partie de ce domaine de recherche que sera tirée la technologie politique qui permet aux forces de la société ouverte de fracturer et de remodeler les nations et les groupes humains selon leur agenda. L'Empire avance ainsi en divisant, en fracturant, en émiettant, en pulvérisant les peuples, les États et les valeurs qui les fondent. Rappelons qu'après avoir servi dans le renseignement militaire américain durant la Seconde Guerre mondiale, comme anthropologue au sein de l'ancêtre de la CIA, Gregory Bateson deviendra l'un des pères de la cybernétique, une discipline centrale de l'ingénierie sociale. Tout cela pour rappeler que l'impérialisme contemporain doit avoir recours à différentes stratégies qui ont été employées en Ukraine, qui le sont actuellement en Moldavie, plusieurs stratégies qui couvrent le plus large champ possible, depuis l'aide humanitaire et l'appui aux groupes minoritaires, ça c'est la tendance Soros, jusqu'à l'agression militaire pure et simple, en passant par toutes les nuances possibles de l'ingérence. La Moldavie est en ce sens l'un des nombreux théâtres d'opérations contemporains pour les forces de la société ouverte, et donc un cas à observer de près. Et ce qui est intéressant, on va dire, c'est que pour la première fois, alors toutes ces tendances, il faut se dire une chose, on a souvent l'impression, on se dit oui, ce qu'on fait, bon, on se réunit, on fait des conférences, mais par exemple, quand il y a quelque chose comme le forum de Chisinau, c'est observé et analysé de très près par les analystes globalistes qui font une veille permanente de tout ce qui existe en termes de politique et de possibles résistances à leurs projets. Donc l'idée que des antiglobalistes d'Europe entière, même du monde entier, se réunissent en un point précis où l'Empire est en train d'actionner ses manœuvres, me semble une logique que nous devrions répéter dès que c'est possible. Développer en ce sens aussi, donc dans le même esprit, je pense, ces conférences de Lille, puis celles qui viendront ensuite à Rome et ailleurs. Donc voilà ma conclusion, je vous la livre. Donc voilà, face à cette fracturation organisée de nos populations, de nos territoires, de notre sol, de notre sang et aussi de notre esprit par les divisions interreligieuses exacerbées de l'extérieur, que faire? Donc je pense que c'est précisément ce qui est en train de se dérouler à Chisinau, c'est-à-dire créer les outils métapolitiques de notre émancipation, à savoir les outils d'influence médiatique auxquels nous travaillons depuis plusieurs années, des instituts de recherche, peut-être même, pourquoi pas, des chambres de commerce non alignées qui mettraient en rapport des acteurs économiques qui voudraient s'émanciper des canaux classiques en la matière, afin de profiter des nouvelles perspectives économiques qu'offrent les nouvelles routes de la soie et le développement de pôles économiques eurasiatiques. C'est l'esprit des rencontres de Chisinau et aussi celle de ce soir, c'est-à-dire c'est créer du politique, comme le titre de notre conférence, là où les forces de la société ouverte veulent dissoudre le politique, veulent dissoudre l'économie, veulent dissoudre les valeurs sociales, et ils veulent aussi dissoudre le politique qui est le seul frein, d'une certaine manière, au libéralisme total et à la société ouverte indéfinie. L'appui stratégique, en ce sens, l'appui stratégique de forces occidentales hostiles à la marche forcée vers la société ouverte est fondamental. La coopération Orient et Occident contre le Moloch globaliste est un impératif catégorique de notre temps. Et je conclurai en citant le penseur italien Julius Evola qui disait « Il faut leur faire ce qu'ils veulent nous faire avant qu'ils ne nous le fassent ». Merci.